puis on va y revenir tout le temps. Alors maintenant, pourquoi parler de la déviance sociale? Le principal objectif de cet atelier, c'est éduquer. Aujourd'hui et demain, une passion qui se renouvelle, c'est le symbole de cet atelier. Pourquoi? Parce que la plupart des cas s'expliquent par la méconnaissance, l'inconscience, l'insouciance, et je parle non seulement de l'enfant lui-même, il est en âge où il manque il est en pleine effervescence hormonale, où il manque de jugement, mais je parle surtout du rôle parental. Et nous allons voir pourquoi les parents, ce n'est pas gratuitement qu'on les charge de ce fardeau, vous allez voir que ça s'explique de soi. Alors, les objectifs de l'atelier, c'est d'abord de prendre conscience des enjeux de la déviance sociale. Très important qu'on en parle, et plus on en dit, ce n'est pas assez. Lorsqu'on parle de la déviance sociale, surtout de ses conséquences, de ce qu'elle peut causer, de ce qu'elle peut engendrer comme phénomène, plus on en parle, et madame, on a dit déjà certaines choses, mais c'est très important. Alors, prendre conscience également du rôle de la famille. Nous allons voir d'une façon spécifique, la famille joue un rôle capital dans la formation à la fois physiologique et psychologique, dans la formation psychologique de l'enfant et dans la satisfaction des besoins physiologiques. Nous allons voir aussi qu'il y a des facteurs de risque qui sont issus tout simplement à partir déjà d'un manque ou d'un déficit en matière de besoins de base. C'est également pour s'exprimer, réfléchir, échanger et communiquer à ce sujet. Ça, c'est la différence par rapport à une conférence. Dans une conférence, l'approche, elle est unidirectionnelle. On ne sait pas. On ne sait pas si les participants qui sont passifs ont-ils, oui ou non, assimilé, à quel degré ont-ils assimilé la matière. Mais par contre, lorsqu'ils passent, on est dans une approche interactive, ça veut dire en mode échange, certainement le processus d'apprentissage, d'assimilation, il se fait tout le long de cette participation. Donc, à travers cette expression, à travers cet échange, cette communication, on vise une meilleure assimilation de ce phénomène et de ses outils. Alors, également, c'est s'outiller également. Apprendre à détecter, minimiser, prévenir les risques de déviance chez les enfants. L'atelier vise également à vous outiller ou à vous fournir un certain nombre d'outils, comme vous disiez tantôt, des techniques pour minimiser et prévenir ces risques au niveau de prévention et également au niveau intervention, c'est-à-dire en amont du problème. Apprendre à mieux intervenir en cas de conflit, là nous sommes en plein dedans, donc on parle d'intervention, au lieu de renvoyer l'enfant ou la résolution du conflit à des institutions, il va falloir consolider l'apprentissage familial de façon à ce que ce rôle revienne en premier lieu à la famille. C'est son rôle de base. Alors, et également corriger les idées reçues. Il y a beaucoup d'idées préconçues qui ne sont pas tout à fait vraies, qu'il va falloir aussi corriger à ce sujet. Alors, pour commencer, nous allons commencer par un certain nombre de concepts. Voici déjà nos outils théoriques. On va parcourir un certain nombre d'éléments clés qui vont nous permettre de mieux comprendre ce phénomène. Le premier, c'est la déviance. Alors, on vient d'en dire un mot, la déviance, c'est de s'écarter de la norme sociale. Ligne médiane que le consensus social installé et que la valeur sociale a légitimé. Alors, le fait de la quitter, de la dévier d'un bord ou d'un autre, constitue une déviation. C'est une déviance sociale. Alors, comme je disais, elle peut prendre plusieurs formes, comme elle évolue dans le sens qui la rend plus complexe. Ce qui, par conséquent,
justifie l'importance que l'on doit accorder à ce sujet de façon à intervenir, à prévenir d'abord, très important, et puis à intervenir à temps. Le deuxième, c'est la délinquance. Ce sont tous des concepts qui tournent autour de ça. La délinquance, c'est quoi se conduit dans le délit et le crime. Là, on passe déjà à un autre niveau. Alors, la délinquance, c'est une forme où l'enfant est passé à une conduite où il a été, pour laquelle il a été poursuivi. Le phénomène, il est évolutif et progressif. C'est ce que je disais tantôt. Si on n'intervient pas, le phénomène de la déviance ne s'arrête pas. Il va, au contraire, connaître des proportions, des allures plus importantes. D'après les chiffres que nous avons des grandes recherches, il y a des recherches américaines, et des recherches qui nous donnent le chiffre de 59%. Des gens qui ont été des personnes qui ont été incriminées ou jugées pour des crimes ou de la violence à l'âge adulte, l'ont été déjà avant l'âge de 18 ans. Faites très attention, donc c'est là où le phénomène prend des proportions assez sérieuses. C'est la proportion, la probabilité de récidivité. Également, nous avons d'autres qui nous donnent d'autres chiffres à peu près similaires. 42% de gens qui ont été jugés pour des cas de violence à l'âge adulte l'ont déjà été avant 18 ans. Et une autre étude aussi britannique qui donne à peu près le chiffre du tiers. Le tiers soit les 33% des personnes qui également ont fait l'objet d'une incrimination pour violence avant l'âge de 18 ans, ils récidivent entre 20 et 40. Tout ça pour vous donner un petit peu une idée de l'aspect évolutif de la déviance sociale. Alors maintenant, on passe à l'impact et le rôle de la famille. Pourquoi la famille a-t-elle autant d'importance dans ça? Au point où on associe les risques liés à la famille aux risques qui menacent l'enfant de déviance sociale. Il y a beaucoup qui viennent de la famille. Pourquoi la famille? Parce que, tout simplement, la famille est le cadre de socialisation de base. La socialisation, c'est l'apprentissage social. C'est là où l'enfant commence à apprendre, à un jeune âge, comment vivre en société. C'est là où il développe, c'est là où se fait l'acquisition des valeurs et des normes. La norme sociale, elle se fait à la maison. Ça d'une. La deuxième également, c'est également le premier espace de sociabilité. La sociabilité, c'est le processus de mise en relation sociale. C'est de se mettre en mode relation sociale. Cette sociabilité, ce processus, il commence où? Il commence au sein de la famille. La famille est la première société ou le premier milieu social de l'enfant. C'est là où il apprend également, il met à l'épreuve ses valeurs pour développer des comportements relationnels envers ses soeurs, ses frères, ses parents. C'est la première société. La troisième, c'est que c'est relié également aux besoins de base de l'enfant. Alors, nous allons les voir, tous ces besoins. Alors, le fournisseur des besoins de base de l'enfant, c'est bien aussi la famille. C'est elle qui doit assurer les besoins de base qui sont des besoins, ce qu'on appelle aussi des besoins de survie, qui ont deux volets, deux aspects. Un premier, ce sont les besoins physiques, nourriture, hébergement, etc. Et puis nous avons le deuxième volet, ce sont les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est vraiment ce sont les besoins de protection que l'enfant ressent et le fournisseur de ces besoins qui ont un effet ou un impact sur la formation de la personnalité de l'enfant et sur sa formation physiologique sont fournis par la famille.
Pour toutes ces raisons, une grande proportion des risques et des menaces de déviance sociale relèvent de la situation familiale. Nous allons voir encore plus en détail dans quel sens. Mais là, c'est très important d'en dire un mot. Et puis, en cinquième, il y a, en matière de déviance sociale ou de délinquance, il y a l'apport du milieu. Le milieu est toujours existant. Alors, l'effet du groupe, personne ne va commettre de crime ou agir dans la voie du délit et de la violence sans avoir un support de son groupe. C'est le groupe qui supporte l'enfant dans ce type d'attitude et de comportement, et c'est le groupe qui donne cette énergie, cette force, et qui légitime aux yeux de l'enfant une telle conduite. Donc, très important également d'inclure l'apport du milieu, ce qu'on appelle la fréquentation, que ce soit les pairs à l'école ou même le milieu du quartier, les gangs, etc. Et là encore, nous avons une étude sur 1000 personnes aux États-Unis qui révèle que 30% des enfants adhèrent à des gangs de rue, 30%, et que ces 30% contrôlent les 70% de la petite criminalité de la région. Donc, vous voyez, ça, c'est pour juste relater l'effet du groupe. L'enfant n'agit pas tout seul. Vous voyez un petit peu les casseurs. Les casseurs, ils manifestent, ils expriment leur colère par des gestes violents en étant en groupe lors des manifestations. Mais séparés, dissociés du groupe ou de la masse, ils ont moins de force d'agir de la sorte. Donc l'effet du milieu, l'effet de la fréquentation est très important. Il joue effectivement un rôle très important. Ceci donc sont quelques éléments pour commencer. Alors, maintenant on va passer pour donner un sens aux mots. Je vais vous poser vous demander maintenant, on passe à votre tour, pour répondre succinctement et d'une façon très rapide à quelques questions sur votre compréhension de ce phénomène. Alors, je vais, comme on n'a pas beaucoup de temps, si vous voulez écrire vos réponses, et puis on peut les discuter rapidement ensemble. Alors, comment vous définissez la mauvaise influence? Et là, c'est aux enfants que je m'adresse. Quel effet peut avoir la mauvaise fréquentation, la mauvaise influence sur vous? Du côté parental, quel est l'effet de la supervision parentale sur la réduction des risques de déviance? Qu'est-ce qui peut faciliter la mauvaise fréquentation? Qu'est-ce qui pourrait aider à la prévenir? Et comment vous évaluez vos fréquentations? Alors, les enfants, et du côté parental, comment vous évaluez vos rapports avec votre enfant? Juste rapidement, si vous avez quelque chose une petite réflexion à noter, et que l'on peut discuter ensemble. Le fait, disons, de fumer la cigarette, de prendre de l'alcool, de faire des relations sexuelles à un âge très jeune, ça fait aussi partie de la déviance sociale selon nos définitions sexuelles. Ça commence par, effectivement, ça s'applique, et là, ça commence par des niveaux mineurs de déviance. Ça, c'est vraiment le niveau mineur de déviance. Mais selon certaines cultures, ça ne fait pas partie de la déviance. C'est-à-dire essayer de fumer. Leïla, pardon. J'ai un problème avec les noms. Vous n'êtes pas le Je peux vous avertir. Pour moi, un enfant qui va blanc, si par exemple il côtoie d'autres enfants qui eux-mêmes sont instables socialement dans leur famille, peut-être c'est avec issus des parents divorcés, je ne sais pas moi, d'une autre culture ou quoi que ce soit, c'est automatiquement, si je prends mon fils comme exemple, je sais que pour le moment il n'a que 8 ans, mais je pense qu'il nous faut plus de personnalité pour qu'il puisse ne pas être influencé par un enfant qui est socialement instable.
Donc, et pour, je vais sauter quelques questions. Pour ce qui est qu'est-ce qui pouvait aider à la première, je pense la présence des parents, vu que le train de vie qu'on mène est infernal quand même. Donc, je pense qu'on essaie de consacrer beaucoup plus de temps à nos enfants, des choses qu'on essaie le travail et les enfants et la maison, c'est une charge énorme. Mais je pense que les parents il faut qu'on trouve un moyen pour servir nos enfants et les guider dans le droit chemin. Donc on retient, ça nous fait également un sondage. Pour moi, c'est très important. C'est comme un focus group pour par la suite passer à des stratégies ou élaborer un plan d'action. Voici donc, à défaut des statistiques qui sont très sensibles lorsque ça touche une origine culturelle, nous avons à valeur scientifique. Moi, je définis en fait la mauvaise influence, c'est comme un parasite en fait qui vient perturber l'enfant. Voilà, dans son chemin en fait qui a été tracé par les parents en fait pour lui. Effet de la voilà donc quel effet celle-ci a sur l'enfant. En fait, sur l'enfant, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il est en train de chavirer, en fait, sans le vouloir, parce que c'est un enfant, en fait, sans qu'il réfléchisse. Pour lui, c'est ça, c'est des pas qu'il va suivre, c'est des pas tracés anarchiquement. Qu'est-ce qui peut faciliter la mauvaise fréquentation? C'est l'entourage, c'est l'entourage de l'enfant, que ce soit l'école, que ce soit le quartier, que ce soit la famille, en fait, les frères, les amis, les cousins. Qu'est-ce qui pourrait aider à la prévenir? Déjà, c'est la présence des parents, comme on vient de dire, très très important. Puis l'environnement que les parents mettent leurs enfants dedans. Comment vous évaluez vos fréquentations, vos rapports? Ça, pour moi, personnellement, il y a une certaine complicité au niveau de mes filles qui ont 5 ans, donc une complicité certainement qui va prendre qui va se nourrir avec le temps, en passant d'un niveau à un autre par rapport à l'âge. Donc voilà, mais Merci. C'est virus. L'effet, c'est la contamination. Ok. Les parents pour désinfecter les virus. c'est un environnement médical. Oui, parce que c'est ça. La prévention, c'est. Il est toujours dans le même ordre. Oui, moi j'ai fait virus, contaminé, désinfecté. Qu'est-ce qui facilite la mauvaise fréquentation? C'est toujours le milieu qui n'a pas été bien désinfecté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre soin des outils. Est-ce qu'il pourrait aider les antibiotiques? Oui, aider à la prévenir, c'est comme aller voir le médecin. Il faut garder cette relation avec nos enfants parce que c'est ton terrain, la semence, elle est là, tout est là. On ne laisse pas les Dans quel sens la relation? La relation, il faut être fluide. C'est-à-dire qu'il faut être toujours présent. Tu réponds à leurs besoins. Il n'y a pas juste le besoin matériel, achète-moi, achète-moi, achète-moi. Il y a d'autres même, c'est-à-dire plus important qu'acheter du matériel, c'est parler avec les enfants. Si on parle, qu'on détecte ils sont où mes enfants? Leurs coordonnées dans cet espace. Vous parlez horizontal, vertical, le 3D là, ou bien plus que une dimension. On va voir nos enfants, les coordonnées X, Y, Z. Il est où? Parce qu'avec en question, quand on parle, là, il peut nous glisser un mot, il peut nous... Parce que parfois, c'est tellement il nous respecte, tellement il y a cette distance, tellement il y a le tabou de parler d'un sujet, il ne peut pas parler. Mais on attend avec qui il va parler. S'il ne parle pas avec son papa ou bien avec sa maman, avec qui il va parler? Il va parler à l'extérieur, mais l'extérieur aussi. C'est un terrain glissant. Donc on ne sait pas, ils vont nous dire, c'est pas grave, tu as fait juste ça, mais c'est pas grave, moi j'en ai fait ça. Alors lui, il va dire, oh mon Dieu, il va banaliser. Et on rentre dans l'indifférence. Il dit, oh, c'est quoi? J'ai rien fait. C'est une valeur absolue pour lui. Ok. Donc, vous voulez juste parler un petit peu plus fort. Je pense que la mauvaise influence de ses amis peut rendre un enfant en comportement normal et avoir un comportement élevé. Ok, très bien. Oui, je vous écoute. La suite. Okay. Il y a une question qui m'intéresse particulièrement.
particulièrement pour vous, les enfants, La dernière, c'est la dernière. Ça, par exemple, elle devient obligatoire, non pas optionnelle pour vous. Alors, comment vous évaluez et puis comment vous définissez le mauvais milieu à vos yeux, d'après vous? C'est quoi? Comment vous pouvez distinguer un bon d'un mauvais milieu? Deuxièmement, quel est votre niveau? Comment vous évaluez votre niveau de fréquentation? Ben, normalement, un bon milieu ne va pas te faire dévier dans un mauvais côté de la vie ou il ne va pas te faire. Il va pas t'amener dans une mauvaise voie ou te faire accepter un mauvais comportement que toi tu pensais qu'il était mauvais, mais avec le temps, peut-être ces mauvaises fréquentations, ils vont te faire accepter ce comportement-là. Ok, c'est bon. Comment vous évaluez votre fréquentation? La plupart, c'est des bonnes personnes, oui, sinon, on va rester avec eux. Et je peux déjà voir c'est qui les personnes avec qui je partage les mêmes valeurs, ou avec qui je vais savoir bien m'entendre ou non. Donc, les bonnes personnes, est-ce que ça peut être identique à... Est-ce que ça peut être identique à celle avec qui vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que ça peut être ça? Ben, si les valeurs de la personne sont bonnes, oui. Ok. Juste pour vous faire répéter un petit peu les choses, quel est votre moyen? De quelle façon vous choisissez vos amis? Quel est le critère? Il y a plein d'amis à l'école. Qu'est-ce qui fait que vous allez plus pencher de ce côté que de ce côté? Fréquenter cela par rapport à d'autres. C'est quoi vos mécanismes de tri? Spontanément, réellement. Mettez-vous vraiment à l'aise et puis... Ben, je n'ai pas comme des critères du genre, par exemple, il faut que la personne soit de telle origine ou de tel âge et tout, non. Okay. Comme si je vois que je m'entends bien avec la personne, ou... mais c'est sûr, à peu près le même âge, c'est sûr, ou comme... Seulement, c'est par rapport à nos intérêts personnels, nos goûts et tout. Si je me sens bien, alors je vais apprendre comme ami. Donc vraiment, le partage d'intérêts et de valeurs. Merci. Elle n'a pas évoqué le terme valeur. J'étais déçu. Avant, elle a dit valeur. Avant. Ah, avant. Parce que j'entends juste les paliers, j'entends intérêt, tout ça. Non, avant, justement. Elle a dit valeur. Elle a dit valeur. Okay. Alors, est-ce que entre midi et 14h, l'heure de pause, est-ce qu'elle est fortement influente? Pas forcément, ou y a-t-il d'autres espaces plus influents? Ça dépend des personnes avec qui tu traînes. Si les personnes elles ont tendance à faire de mauvaises choses, elles vont le faire sur l'heure du dîner. Mais c'est ça revient tout aux mauvaises fréquentations. Si tu traînes avec des mauvaises personnes, sur l'heure du dîner, vous allez faire des mauvaises choses. À la fin de la journée, je veux dire, l'heure du dîner, ça veut rien dire. Tu peux les faire au dîner, tu peux faire à la fin de la journée. C'est pas une heure qui va tout définir. Parfait. Donc, c'est dépendamment du type du milieu et de la fréquentation. Mais c'est une période comme aller De à la risque. pêche. Aller à la pêche, c'est-à-dire on est en repos. Parce qu'en classe, on n'a plus le temps de regarder. Le prof, il est là, tu as de la matière, tu reçois, tu es réceptif. Mais là, on est comme, on enlève l'alimentation, on dit waouh. Peut-être c'est pour ça il dit midi à 1h, c'est une période comme le mal, c'est l'oisiveté. Ça, c'était écrit par M. Bourguignon. Il dit ce qui est fait pour le bon tourne pour le mal. L'oisiveté, c'est pas bon. C'est ça. Cette période-là, elle est cruciale. Mais ça ne veut pas dire que midi à 1h, mais 5h jusqu'à minuit, qu'est-ce qu'il fait? Il est au sous-sol, il est dans un monde virtuel. Donc c'est une autre mauvaise fréquentation. Un autre tunnel qui a de l'écho, qui a beaucoup de choses qui sont bonnes, des couleurs, ça attire. C'est peut-être pire et dévastatrice par rapport de midi à 1h. Midi à 1h, il y a le code d'éthique de l'école, le code vestimentaire, les profs sont là, il est très encadré, peut-être, je dis. Mais le monde virtuel, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Et eux, ils sont naïfs, nos enfants, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. C'est juste
الممنوع مرغوب. Comment on dit ça? Tout ce qui La privation, elle est incitative. Le fruit interdit. Oui. Oui. Puis elle incite. Tout ce qui est interdit, elle cite. Les paroles disent ne fais pas ça, c'est pas bon parce que c'est contre nos valeurs. L'enfant il dit quoi? Parce qu'il est curieux. Il va frapper la porte, il dit mais si je regarde derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Mais ça c'est même chez nous, en Algérie, ou bien au Maroc, n'importe quel pays, tout ce qui est même l'Europe, c'est-à-dire que quand je te dis ne fais pas ça, l'enfant il va le faire. Mais nous on doit expliquer pourquoi ne fais pas ça. C'était ça notre rôle qui... La chaîne elle est ici qui est perdue. On dit non, non, non. Et on dit non, je ne peux pas parler de ce sujet parce qu'il y a un tabou, il y a... Mais là, mais là, quand tu as des mains, tu as des idées, ouvre-la maintenant avant que ça éclate dans ta face. Merci.